Le jour où tu as compris que tu étais une empathe, quelque chose a changé dans ta façon de te voir. Tu as enfin eu un mot pour cette sensibilité que tu portais depuis l'enfance comme une charge étrange. Tu as compris pourquoi tu absorbais les émotions des autres avant même qu'ils les expriment. Pourquoi tu souffrais dans les relations d'une façon que ceux qui t'entouraient ne semblèrent pas comprendre. Pourquoi tu donnais jusqu'à l'épuisement. Pourquoi tu restais quand tout aurait dit de partir. Pourquoi tu continuais à chercher le bien dans quelqu'un qui n'en avait peut-être plus. Ce mot, empathe, t'a apporté une reconnaissance. Mais il t'a peut-être aussi apporté quelque chose d'autre. Une histoire simplifiée. Une histoire dans laquelle toi, l'empathe, tu es le personnage lumineux. Et lui, le narcissique, le psychopathe, le prédateur, il est l'obscurité. Et voilà la question que personne ne t'a posée. Pourquoi? Toi qui vois si clairement la souffrance des autres, tu n'as pas vu venir ce que Jung appelait l'archétype du prédateur? Et si la réponse à cette question changeait absolument tout? Je t'entends. Je connais cette douleur particulière. L'épuisement de quelqu'un qui a donné tout ce qu'il avait à quelqu'un qui prenait tout sans jamais rendre. La honte secrète de ne pas avoir vu les signaux qui, rétrospectivement, paraissent si évidents. La rage froide de réaliser que ce que tu croyais être de l'amour n'était, pour l'autre, qu'une ressource à exploiter. Et peut-être la douleur la plus silencieuse de toutes, le doute sur toi-même. Cette voix intérieure qui se demande si quelque chose en toi l'a appelé, si quelque chose en toi était complice. Cette dernière voix ne te ment pas entièrement, mais elle ne dit pas non plus ce que tu penses qu'elle dit. Parce que Jung, et j'insiste sur ce point depuis le début de ma pratique clinique, n'a jamais considéré l'attraction vers l'obscurité comme une pathologie de la victime. Il la considérait comme un signal de quelque chose qui cherche à être intégré dans la psyché, un signal qui vaut la peine d'être écouté, une fois que la douleur aiguë a laissé place à quelque chose de plus stable. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce que Jung appelait l'archétype du prédateur. Je vais t'expliquer pourquoi certaines personnes, les empathes en particulier, sont attirées vers cet archétype avec une force qui dépasse la simple vulnérabilité. Et je vais te révéler quelque chose que la plupart des thérapeutes n'osent pas dire, parce que c'est inconfortable, et parce que ça brise un récit auquel beaucoup de survivants s'accrochent. Cette attraction n'est pas seulement une blessure. C'est un message de ta propre psyché sur ce que tu n'as pas encore osé devenir. Reste avec moi. Ce que tu vas comprendre aujourd'hui ne t'appartient peut-être pas encore entièrement. Mais d'ici la fin de cette vidéo, quelque chose va commencer à se déverrouiller. Nous sommes en 1919. Carl Gustav Jung vient de rompre définitivement avec Sigmund Freud. Après des années de correspondance brillante, de collaboration féconde et de tensions croissantes sur des désaccords fondamentaux, les deux plus grands penseurs de la psychologie de leur époque ont pris des chemins séparés. Et Jung, retiré dans sa maison sur les rives du lac de Zurich, commence à travailler sur quelque chose qui n'existe pas encore dans la psychologie académique. Quelque chose qu'il ressent depuis des années dans ses consultations, mais qu'il n'a pas encore trouvé les mots pour nommer avec la précision qu'il exige de lui-même. Il lit, il observe, il rêve, et il note ses rêves avec une discipline obsessionnelle qui durera jusqu'à la fin de sa vie. Il plonge dans la mythologie grecque et romaine, dans les mystères égyptiens et les textes sacrés hindous, dans les contes populaires d'Europe centrale, dans les traités alchimiques du Moyen-Âge que personne ne lit plus depuis des siècles, dans les rituels des peuples premiers qu'il a rencontrés en Afrique et en Amérique du Nord pendant ses voyages ethnologiques. Et il voit quelque chose d'extraordinaire. Les mêmes figures reviennent partout, à travers les cultures, à travers les siècles, à travers les océans et les barrières linguistiques, les mêmes personnages fondamentaux apparaissent dans les histoires que les êtres humains se racontent depuis l'aube de la conscience. Le héros qui doit traverser l'obscurité avant de mériter la lumière. La grande mère, à la fois nourricière et dévorante, créatrice et destructrice. Le sage, gardien d'une connaissance rare, que peu sont capables de recevoir sans en être brisés. L'innocent, celui dont la pureté originelle est menacée par le monde. Et le trickster, le rusé, le manipulateur, l'illusionniste, celui qui renverse l'ordre établi pour en révéler les failles. Et au-delà du trickster, quelque chose de plus sombre encore. Le prédateur, celui qui dévore sans jamais être rassasié, celui qui prend,
celui qui utilise l'autre comme ressource sans jamais le voir comme un être, celui dont le charme initial n'est que le premier piège tendu d'une capture minutieusement préparée. Dans les mythologies du monde entier, ce personnage porte 1000 visages. Le loup dans le conte de Perrault, Barbe Bleue, Dracula, le serpent dans le jardin d'Éden, les dieux olympiens qui séduisaient et consommaient, les vampires émotionnels des légendes slaves. Mais ce n'est pas dans les mythes que Jung trouvait ce personnage le plus fascinant. Il le trouvait dans son cabinet de consultation. Il le trouvait dans les histoires que ses patients lui racontaient, parfois avec une sidération encore fraîche, parfois avec la distance laborieusement construite des années qui avaient passé. Jung avait un mot pour ces figures universelles. Il les appelait des archétypes. Un archétype, selon Jung, n'est pas simplement un personnage dans une histoire. Ce n'est pas un stéréotype culturel ou un rôle social appris. C'est quelque chose de beaucoup plus fondamental. C'est une structure primordiale de la psyché humaine, une forme vide, une potentialité, qui existe dans ce qu'il appelait l'inconscient collectif. Cette couche la plus profonde de la psyché que nous partageons tous, au-delà de notre inconscient personnel, au-delà de notre culture, au-delà de notre langue. L'inconscient collectif est l'héritage psychologique de l'humanité entière. Il contient les patterns qui se sont formés au fil de millions d'années d'évolution humaine. Et les archétypes en sont les structures fondamentales, les moules dans lesquels certaines expériences universelles se coulent. J'ai souvent entendu des patients me dire avec une légère réticence « Madame, je ne suis pas une personne mystique. Ces concepts de mythologie, ça ne me parle pas vraiment. » Et je leur réponds toujours la même chose. Les archétypes n'ont pas besoin que tu y crois pour te gouverner. Ils fonctionnent exactement comme les émotions. Tu n'as pas besoin de croire à la peur pour ressentir la peur. Tu n'as pas besoin de croire à l'amour pour tomber amoureux. Les archétypes sont des structures psychiques héritées. Et les structures n'attendent pas ta permission pour opérer. En 15 ans de pratique clinique avec des survivants de violences narcissiques, j'ai vu des personnes de tous les horizons. Des ingénieurs, des médecins, des artistes, des femmes au foyer, des hommes qui pensaient tout comprendre du monde et de ses rouages, se retrouver exactement dans le même piège. Des personnes dont l'intelligence, la culture, la lucidité ordinaire étaient réelles et indéniables, et qui, face aux prédateurs, n'avaient pas vu, pas compris, n'avaient pas agi. Ce n'est pas de la stupidité, c'est la puissance de l'archétype. Parce que quand un archétype est activé dans la psyché, quand quelque chose dans ta propre psychologie résonne avec l'archétype du prédateur incarné par une personne réelle, la logique consciente ne peut pas toujours interrompre le processus. C'est comme essayer d'arrêter une rivière en crue avec les mains. La force est trop profonde, trop ancienne, trop antérieure à la raison. Mais voici la question que Jung aurait posée immédiatement. Pas comment échapper au prédateur, pas comment le détecter. Ces questions ont leur utilité pratique. Mais la question fondamentale était autre. Pourquoi cet archétype-là? Pourquoi l'archétype du prédateur résonne-t-il aussi puissamment dans la psyché de certaines personnes, les personnes les plus empathiques, les plus sensibles, les plus généreuses, plutôt que d'autres? Avant d'y arriver, il me faut d'abord te parler de ce qui se passe à l'intérieur du prédateur lui-même. Parce que pour comprendre pourquoi il attire, tu dois comprendre ce qu'il est et ce qu'il émet comme signal psychologique. Jung avait une vision du narcissisme et de la psychopathie qui se distinguait radicalement de ce qui se disait dans la psychiatrie de son époque. Pour Jung, le prédateur, qu'il l'observe sous la forme d'un individu grandiose et envahissant, d'un manipulateur glacial ou d'un séducteur compulsif incapable d'attachement réel, était avant tout quelqu'un qui avait construit son existence entière autour d'un mensonge fondamental sur lui-même. Ce mensonge, Jung le nommait l'inflation du moi. L'inflation du moi, c'est quand l'ego humain s'identifie à un archétype de puissance sans avoir accompli le travail intérieur, le travail d'individuation, de connaissance de soi, d'intégration des contradictions, qui justifierait cette identification. Le prédateur narcissique ne s'est pas battu pour développer ses qualités. Il a décidé, à un moment donné de son développement psychologique précoce, qu'il les possédait par nature. Il a pris le raccourci de la grandiosité. Il a dit « Je suis spécial, je suis au-dessus. Les règles qui s'appliquent aux autres ne s'appliquent pas à moi. Ma valeur est inhérente, indiscutable, et elle n'a pas besoin d'être méritée. »
Et cette identification à l'archétype de puissance crée quelque chose de fascinant et de très dangereux pour les personnes qui gravitent dans son orbite. Elle crée une présence magnétique, intense, difficile à ignorer. La certitude que le prédateur dégage, même quand elle est construite sur du vide intérieur, même quand elle n'est que la façade d'une terreur existentielle profonde, active quelque chose de primitif dans la psyché des autres. Quelque chose qui précède la raison consciente. Quelque chose d'archaïque qui reconnaît la forme de l'archétype avant que l'esprit critique ait eu le temps d'analyser le contenu. Et c'est là que la vraie question émerge. Parce que le vrai mécanisme de l'attraction, la raison profonde pour laquelle l'empathe est attiré par le prédateur d'une façon qui dépasse la simple séduction, je suis sur le point de te le révéler. Et c'est quelque chose que la plupart des approches thérapeutiques classiques ne touchent jamais. Parce que ça demande d'aller au-delà de la simple carte de la victime et du bourreau. Dans ma pratique clinique, j'ai accompagné des centaines de femmes et d'hommes en sortie de relations narcissiques ou psychopathiques. Et au fil des années, j'ai remarqué quelque chose de constant. Quelque chose que j'ai d'abord mis de côté, parce que ça me dérangeait. Parce que ça semblait presque cruel à dire à des personnes qui souffraient encore. Avant d'être dévastées, elles avaient été fascinées. Pas seulement séduites au sens romantique du terme. Fascinées. Il y avait quelque chose dans cette personne, quelque chose de précis, de nommable si on creuse suffisamment, qui les avait arrêtées net dès les premières interactions. Quelque chose qui avait exercé sur elles une attraction qui dépassait le simple charme de surface, qui dépassait même le love bombing délibéré. Pour certaines, c'était la certitude absolue du prédateur. Cette façon qu'il avait de savoir exactement ce qu'il voulait, de ne jamais douter, de ne jamais s'excuser d'exister. Là où d'autres tâtonnaient, s'interrogeaient, demandaient la permission, lui avançaient. Directement, sans hésitation. Pour d'autres, c'était le détachement, cette faculté remarquable de rester froid là où tout le monde autour s'agitait émotionnellement. Comme s'il était au-dessus de la mêlée, inatteignable dans une zone de calme que les autres ne pouvaient pas accéder. Un calme qui ressemblait, dans les premiers temps, à de la solidité, à de la maturité émotionnelle, à quelque chose de stable dans un monde instable. Pour d'autres encore, et je sais que certaines d'entre vous vont reconnaître cela avec une certaine gêne, c'était quelque chose qui ressemblait, dans les premiers temps, à de la liberté. Une liberté de prendre, de choisir, de désirer sans immédiatement culpabiliser. Une liberté de refuser sans se sentir coupable pendant des jours. Une liberté que certaines n'avaient jamais vue de près. J'ai vécu exactement la même chose pendant des années. Quelqu'un dans ma vie dont la façon d'occuper l'espace, de ne jamais se justifier, de n'avoir jamais besoin que quelqu'un valide ses choix, avait exercé sur moi quelque chose qui ressemblait à de l'admiration mêlée d'une légère fascination. Comme si cette personne possédait quelque chose que je n'avais jamais vraiment pensé à réclamer pour moi-même. Quelque chose que je regardais de loin, avec ce mélange particulier de désir et d'incompréhension. Ce n'est que des années plus tard, dans le travail intérieur que j'ai fait sur moi-même, que j'ai compris ce que je voyais vraiment. Mais d'abord, laisse-moi te parler d'une patiente. Appelons-la Isabelle, 39 ans, directrice de projet dans une grande entreprise de conseil, intelligente, précise, organisée, profondément empathique d'une façon qu'elle avait appris à mettre au service des autres avec une efficacité presque professionnelle. Isabelle m'est venue après la fin d'une relation de 4 ans avec quelqu'un qu'elle décrivait comme brillant, charismatique, et finalement, d'une façon qu'elle avait mis des années à nommer sans se sentir responsable du mot « destructeur ». Je savais dès les premières semaines que quelque chose n'allait pas, me dit-elle lors de notre 3e séance. Il y avait des moments où il me regardait d'une façon qui me donnait un sentiment étrange. Pas de la méchanceté ouverte. Quelque chose de plus calculé. Comme si derrière l'attention qu'il me portait, il y avait une analyse. Comme si j'étais une équation qu'il était en train de résoudre. Elle marque une pause. Mais je suis resté. Et je ne suis pas stupide. Alors je me suis demandé pourquoi je suis resté. La réponse qu'Isabelle avait trouvée avant de venir me voir était la réponse classique, celle qu'elle avait lue dans les livres et les articles en ligne après la rupture. Le trauma bonding, le lien traumatique,
la neurochimie de l'attachement addictif, les mécanismes de validation intermittente. Toutes ces explications étaient réelles et incomplètes. Parce qu'elle décrivait pourquoi Isabelle n'avait pas pu partir une fois que le piège s'était refermé. Elle n'expliquait pas pourquoi elle était venue au premier rendez-vous, pourquoi elle était restée après les premiers signes d'alerte, pourquoi quelque chose dans cette relation avait semblé pendant longtemps exactement juste, d'une façon troublante, d'une façon qu'elle ne pouvait pas entièrement rationaliser. Au fil de nos séances, quelque chose d'autre a émergé. Isabelle avait grandi avec un père extraordinairement rigide. Un homme dont l'autorité était absolue et dont l'approbation était distribuée avec une parcimonie calculée. Un homme qui aimait ses enfants, Isabelle en était convaincue, mais d'une façon si conditionnelle, si exigeante, si liée à la performance, que cette conviction n'avait jamais vraiment dissous la blessure. L'approbation de ce père était le cadeau le plus rare et le plus précieux de l'enfance d'Isabelle, et elle avait passé ses premières décennies de vie dans cet état constant d'aspiration, cherchant toujours à mériter ce qui lui était refusé, construisant toujours un peu plus sa valeur dans les yeux d'une figure qui ne serait jamais entièrement satisfaite. Et voilà la cartographie jungienne qui commence à s'activer. Isabelle n'avait pas simplement rencontré un homme dangereux. Elle avait rencontré la projection externe d'un archétype intérieur. Elle avait rencontré, dans ce prédateur froid et calculateur, la figure du père inaccessible, celle autour de laquelle toute son énergie psychique s'était organisée depuis l'enfance. Le prédateur n'avait pas eu besoin de s'efforcer d'être cette figure. Il l'était naturellement dans sa psychologie. Et quelque chose dans la psychologie d'Isabelle l'avait reconnu. Inconsciemment, avec la précision absolue d'une boussole cherchant le nord, la psyché d'Isabelle l'avait dirigée exactement là où elle pouvait rejouer, en espérant cette fois un dénouement différent, le schéma de relation qu'elle connaissait depuis toujours. Ce n'était pas de la faiblesse, ce n'était pas de la naïveté. C'était la psyché qui tente de se guérir, maladroitement, douloureusement, à travers les seuls chemins qu'elle connaît encore. Jung appelait ce mécanisme la compulsion de répétition. Et contrairement à Freud qui y voyait une pulsion de mort, une attraction morbide vers la souffrance, Jung y voyait quelque chose de différent. Une tentative imparfaite de l'inconscient de réparer ce qui n'avait pas pu être résolu. Un signal, certes douloureux, mais fondamentalement orienté vers l'intégration. Comme un organisme qui produit de la fièvre pour combattre une infection, le processus est inconfortable, mais il vise la guérison. La blessure te conduit vers ce qui lui ressemble, non pas pour te punir, pour te forcer à regarder. Et voilà le mécanisme qui complète le tableau. Parce que le prédateur ne choisit pas ses proies au hasard. Il ne se dit pas consciemment « je vais chercher quelqu'un qui porte cette blessure précise ». Mais quelque chose dans sa psychologie, quelque chose qui opère bien en dessous de la conscience réfléchie, détecte certaines fréquences, certaines façons d'occuper l'espace qui trahissent un besoin d'approbation externe, certaines façons de sourire qui révèlent l'effort que ça coûte, certaines façons de minimiser ses propres besoins en présence de l'autre. Ces fréquences, le prédateur les reconnaît, parce qu'elles correspondent exactement à ce qu'il cherche. Une psyché assez blessée pour ne pas encore défendre fermement ses frontières. Assez empathique pour interpréter sa cruauté comme de la souffrance qui appelle de la compassion. Assez idéaliste pour croire, malgré les preuves accumulées, que la connexion initiale était réelle et méritait d'être préservée. Le prédateur ne choisit pas la victime, il choisit la blessure. Et la blessure, dans une psyché empathique, irradie comme un signal. Mais c'est là que Jung a fait une observation qui déplace complètement le regard. Une observation sur ce que la blessure de l'empathe révèle sur son propre pouvoir non réclamé. Et cette observation change entièrement la façon dont tu peux te voir dans cette histoire. Avant de continuer, parce que ce qui vient est la partie qui va vraiment tout transformer, je veux te dire quelque chose. Si ce que tu entends aujourd'hui te touche, si tu te reconnais dans ce que je décris, si quelque chose en toi dit oui, c'est ça. C'est exactement ce que je n'arrivais pas à mettre en mots. Tu peux contribuer à cette chaîne par le Super Thanks. C'est une façon concrète de me dire que ce travail compte pour toi. Et c'est ce qui me permet de continuer à approfondir ces sujets avec la rigueur qu'ils méritent. Je t'en remercie sincèrement. Jung avait observé quelque chose de fondamental dans la dynamique entre les personnalités empathiques et les personnalités prédatrices. Quelque chose que ses héritiers intellectuels ont souvent mentionné, mais rarement développé avec la franchise qu'ils méritaient.
Il avait observé que l'attraction n'était jamais entièrement unidirectionnelle. Je t'entends déjà, et je te demande d'entendre ce qui suit comme une observation clinique, pas comme une accusation, parce que la distinction est fondamentale. Il y avait quelque chose dans le prédateur qui activait quelque chose de réel dans la psyché de l'empathe. Pas seulement la pitié, bien que la tendance à interpréter la souffrance cachée du prédateur comme un appel à la compassion joue un rôle bien documenté. Pas seulement le charme initial, bien que le love bombing soit une technique délibérément conçue pour court-circuiter le discernement. Quelque chose de plus profond. Quelque chose qui appartient à ce que Jung appelait le processus d'individuation, ce chemin vers la totalité de soi-même que chaque être humain est appelé à parcourir, consciemment ou sous la contrainte des circonstances. Voici ce que Jung avait compris sur la psyché humaine. Chaque être humain possède en lui des qualités qu'il n'a pas encore développées, des potentiels qui sont restés en jachère, parfois par manque d'opportunités, plus souvent par crainte. Des aspects de soi que l'on a jugés dangereux, inacceptables, ou simplement incompatibles avec l'image que l'on voulait donner. Et l'inconscient, avec la logique implacable, patiente et parfois brutale qui lui appartient, cherche à exprimer ses potentiels, d'une façon ou d'une autre, tôt ou tard. La façon la moins consciente, et souvent la plus douloureuse, c'est la projection. Quand tu ne peux pas développer une qualité en toi-même, quand cette qualité est trop chargée de honte ou de peur pour être revendiquée directement, tu la vois à l'extérieur. Tu la vois chez quelqu'un d'autre. Tu t'attaches à cette personne, et quelque chose dans ta psyché espère absorber par osmose, par proximité, par amour ou par admiration, ce que tu n'as pas encore osé développer en toi-même. Ça va faire mal, mais c'est la vérité dont tu as besoin. Le prédateur, avec sa certitude, son détachement, sa capacité à prioriser ses besoins sans culpabilité, sa façon de ne jamais se justifier devant personne, sa façon d'exister au centre de sa propre vie sans s'excuser, représentait exactement des qualités que l'empathe avait interdites dans sa propre psychologie. La capacité de dire non, avec conviction, sans négocier sa propre décision. La capacité de prendre sans immédiatement compenser par du don, de la culpabilité ou de la justification. La capacité d'exister sans avoir besoin que tout le monde soit à l'aise. La capacité de ne pas s'expliquer, de ne pas s'amoindrir, de ne pas rendre l'espace que l'on occupe légitimement dans le monde. Ce n'est pas la cruauté du prédateur qui était fascinante. Ce n'était pas sa froideur, ni son mépris dissimulé, ni sa capacité à manipuler sans remords. Ces aspects-là, l'empathe les ressentait, les craignait, parfois les nommait même sans se permettre d'en tirer les conséquences. Ce qui fascinait, c'était l'ombre de liberté qui se cachait derrière ses traits. La liberté apparente de quelqu'un qui ne se laissait pas gouverner par la peur du regard de l'autre. La liberté de quelqu'un dont les besoins comptaient, au moins pour lui-même. Et le prédateur, avec l'instinct du manipulateur qui a appris à lire les psychologies comme d'autres lisent des cartes, avait senti cela. Il avait senti que quelque chose en toi projetait sur lui quelque chose de précieux. Une admiration mêlée d'aspiration. Et il t'avait laissé faire. Avec un soin particulier. Parce que c'est précisément cette projection qui le nourrissait. En 15 ans de pratique clinique, j'ai posé une question à pratiquement toutes les personnes qui ont traversé une relation avec un prédateur narcissique. Une question simple, et souvent déstabilisante pour celles et ceux qui ne s'y attendaient pas. Qu'est-ce que tu admirais le plus en lui, au tout début? Les réponses varient dans les détails, mais elles convergent vers un thème. Presque invariablement, ce que la personne admirait le plus chez le prédateur dans les premiers temps, avant que la réalité de sa nature ne devienne impossible à nier, était quelque chose que la personne n'avait pas encore développé dans sa propre vie. Une façon d'exister sans s'excuser. Une confiance, même si elle était performée, même si elle était creuse, qui semblait appartenir à un registre de liberté que l'empathe ne s'était jamais permis d'atteindre. Cette information n'est pas là pour te faire te sentir responsable de ce qui t'est arrivé. Ce qui t'est arrivé était une violence. La manipulation, le gaslighting, le lien traumatique, l'érosion de la confiance en soi, ce sont des violences réelles, dont la responsabilité appartient entièrement au prédateur. Mais cette information est là pour te donner quelque chose que la simple étude du prédateur ne peut pas te donner. Elle te donne une carte de ce que tu n'as pas encore pleinement développé en toi. Parce que voici la révélation de Jung.
celle que peu de thérapeutes formulent de cette façon précise, celle qui transforme cette histoire d'une histoire de victime et de prédateur en quelque chose d'entièrement différent. Le prédateur ne t'a pas attiré parce que tu étais brisé. Le prédateur t'a attiré parce que tu portais en toi un pouvoir que tu n'avais pas encore réclamé. Je t'invite à t'arrêter un instant sur cette distinction, parce qu'elle change absolument tout sur la façon dont tu peux sortir de cette expérience. La personne brisée n'est pas celle qui est attirée par le prédateur. La personne brisée est celle qui reste brisée après la rencontre, qui n'en tire aucune compréhension nouvelle, qui se retrouve dans la même dynamique 5 ans plus tard avec un visage différent. Mais l'attraction initiale, cette fascination, cette force de gravité que tu as ressentie, elle ne venait pas de ta brisure. Elle venait du fait que ton inconscient reconnaissait dans le prédateur la silhouette de quelqu'un qui faisait quelque chose que tu devais apprendre à faire. Jung l'exprimait dans le concept d'énantiodromia, un terme qu'il avait emprunté au philosophe grec Héraclite. Le principe selon lequel tout ce qui est porté à son extrême finit par se retourner en son contraire. Que la personne la plus douce cache en elle la plus grande réserve de fermeté non intégrée. Que la personne la plus altruiste porte en elle le potentiel d'une affirmation de soi puissante et légitime qu'elle n'a jamais osé revendiquer. Que l'empathie poussée à son extrême, quand elle se fait aux dépens de soi-même, finit par devenir une forme de disparition volontaire. Ton empathie n'est pas une faiblesse. C'est une force extraordinaire, précieuse, rare. Mais dans la version que tu en avais avant le prédateur, elle était souvent accompagnée d'un sacrifice continu de toi-même. Un sacrifice si profondément habituel qu'il était devenu invisible. Tu effaçais tes besoins comme par réflexe. Tu relativisais ta douleur avant même de te permettre de la ressentir pleinement. Tu t'assurais que tout le monde autour de toi était à l'aise avant de vérifier si toi tu l'étais. Et quelque part dans ta psyché, dans cet espace intérieur que Jung appelait l'ombre, il y avait une autre partie de toi. Une partie qui en avait assez de cette économie de soi-même. Une partie qui voulait prendre de l'espace sans négocier sa légitimité. Une partie qui voulait dire non sans passer les 3 heures suivantes à gérer la culpabilité. Une partie qui voulait exister au centre de sa propre vie, pas à la périphérie de celle des autres. Écoute-moi bien, car ce que je vais te dire maintenant, personne n'ose le formuler de cette façon-là. Cette partie, tu ne l'avais pas intégrée. Parce que dans ton histoire, dans les modèles relationnels que tu avais appris très tôt, dans la construction de ce qui était acceptable et de ce qui ne l'était pas, cette partie était étiquetée comme dangereuse, comme égoïste, comme incompatible avec qui tu étais censé être. Alors tu l'avais mise dehors. Et elle est revenue, comme le font toujours les choses qu'on met dehors, sous le visage du prédateur. Jung l'a dit de cette façon. Il a dit que nous ne voyons jamais vraiment l'autre au premier contact. Nous voyons d'abord notre propre projection. Et la projection la plus puissante est celle que nous mettons sur les personnes qui incarnent nos qualités non intégrées. Notre ombre